Avant de commencer, je vais juste vous expliquer un petit peu le contexte de cette table ronde, donc, qui est organisée par les étudiants et étudiantes du Master 2 Industrie de la musique de Paris 8, dans le cadre d'un cours d'organisation de table ronde. Donc, on a un cycle de table ronde, on en a 4. D'ailleurs, demain, on en a une sur le Web3 et les relations fan-artistes, voilà, organisée dans un cours avec Monsieur Pigevin, ici présent. Et voilà tout. Donc, notre conférence qui est la deuxième, autour donc des médias rap. Donc, depuis l'avènement du rap, des acteurs du mouvement hip-hop ont créé des médias indépendants spécialisés dans le rap, d'abord pour répondre au manque d'intérêt des médias traditionnels. Aujourd'hui, alors que le rap est dans les top streams, les médias et journalistes spécialisés se multiplient. Ils irriguent notamment le paysage numérique sous diverses formes. Encore en majorité indépendants, ces médias sont amenés durant la Révolution à collaborer avec des marques, des labels ou des artistes, ce qui doit logiquement leur permettre de créer un modèle économique plus ou moins viable. Donc dans ces cas-ci, dans quelle mesure peut-on parler de musique tout en pérennisant sa structure ? Quels sont les modèles d'affaires de ces nouveaux médias et jusqu'où peuvent-ils avoir un impact sur la liberté éditoriale des médias ? Donc pour répondre à ces questions, nous avons 4 invités. Merci à vous d'être là. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, vraiment très rapidement, une ou 2 phrases ? Je vous laisse la parole. Commence par moi. Allez, Wesley, à toi. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Wesley, fondateur du média Vrai Rap Français VRF, avec une particularité qui est qu'on était les initiateurs du premier média sur les réseaux sociaux, sur Twitter particulièrement. Et donc il y a un média qui a fait ça et qui fait ça aujourd'hui. Donc du coup j'ai toutes les étapes aujourd'hui que je pourrais vous raconter. Et voilà, donc fan de rap français avant tout et média qui s'est développé aussi sur la partie FM, sur Radio Campus en format radio. Et voilà. Moi c'est Angèle HB, donc attachée de presse indépendante. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier précisément, mais en gros je contacte les médias quotidiennement pour leur parler des artistes que je défends et essayer de choper un maximum de visibilité médiatique. Et dans mon cadre d'attaché de presse, je ne parle pas d'argent avec ces médias-là, justement. Le métier d'attaché de presse, on est sur de l'édito pur. Donc on en parlera peut-être plus en détail après. Effectivement, quand il y a marketing, c'est d'autres acteurs, comme des chefs de projet marketing, qui vont prendre le relais. Donc voilà, je suis en contact avec tous les médias traditionnels. Donc ça va être les médias rap, mais aussi les médias plus tradi print, ou les médias web plus généralistes, type Combini, etc. Ou des radios, voilà, tout type de médias. Voilà. Moi je m'appelle Valentin, je suis cofondateur du média Interlude, qu'on a cofondé en 2016, où on est une société depuis 2020, donc on a mis 4 ans à passer le cap de société. Aujourd'hui on est 9 à bosser à temps plein sur le média et on est présent avec un site web et sur les réseaux sociaux. Bonsoir, moi je suis Paco Garcia, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication depuis 3 ans et je travaille donc sur la reconfiguration socio-économique de l'industrie du rap depuis la numérisation de l'industrie musicale, ou du moins depuis une étape précise de sa numérisation, c'est sa numérisation on va dire favorable, donc depuis on va dire l'arrivée de YouTube, Facebook, etc. etc. Voilà, et par ailleurs je suis aussi enseignant chez vos cousins ou frères et sœurs de Paris 3. Et voilà, je fais ma thèse à Paris 13, d'autres cousins. Et merci pour l'invitation. Merci à toi et à vous d'être ici. Donc pour répondre à notre petit questionnement, on va d'abord introduire en questionnant le traitement médiatique du rap depuis l'avènement des réseaux sociaux numériques. Ensuite, on interrogera la multiplication des médias spécialisés dans le rap, donc leur raison d'être, tout ça. Avant de voir un peu la place des médias, donc, qui rentre sûrement en résonance avec d'autres acteurs dans l'industrie. Puis on verra donc les stratégies de financement des médias, avant de finir sur l'avenir et la pérennisation des médias rap. Donc pour commencer, Paco, je vais m'adresser d'abord à toi. Tu as étudié et analysé de près la reconfiguration socio-économique du rap depuis la numérisation dans l'industrie musicale. Est-ce que donc tu sens une évolution au cours de ces dernières années dans le traitement médiatique du rap ?
au niveau de ça? Ça dépend ce qu'on appelle par traitement médiatique, mais ce qui est intéressant, en tout cas si je me réfère au premier point, c'est en effet l'avènement des réseaux sociaux et le fait qu'il y ait eu on entend bien, qu'il y a eu un mouvement global de plateformisation des médias qui sont passés globalement de leur site web en propre dans les années, au cours des années 2000 et à partir de la fin des années 2000 et surtout du début des années 2010 sur les différentes plateformes qu'est YouTube pour la principale, mais aussi les réseaux sociaux et notamment Twitter et Instagram évidemment. Et de fait, ça a changé notamment quelque chose, c'est une question de format. Tout format, tout traitement médiatique dépend évidemment du support sur lequel il est. Et de fait, l'avènement des réseaux sociaux, des plateformes, a de fait modifié tout ça et on note notamment une moindre présence de l'écrit qui est assez intéressante de mon point de vue et assez importante. Aujourd'hui, on est dans une société des écrans, une économie de l'attention, etc., etc. Et je pense qu'au-delà évidemment du succès du rap, et je pense qu'on va en parler tout au long de la table ronde, et que c'est un peu un fil rouge de tout ça, mais je pense que le changement de support et le fait que les plateformes de streaming notamment, mais pour la consommation, mais les plateformes en général et les GAFA, ça a changé quand même pas mal de choses, positives, négatives, mais évidemment positives de fait parce que ça a permis au rap, qui est globalement le genre musical, les acteurs du rap, que ce soit les artistes, mais aussi les personnes dans les médias, qui sont globalement des personnes qui ont pris en compte, qui ont pris en considération et qui ont investi ces nouvelles formes de communiquer avant les autres genres musicaux. Donc de fait, une des conséquences positives, ça a été un avantage comparatif grâce à ça, qui n'était pas forcément le cas à l'époque de la télé et même des sites web, mais surtout de la télé-reine, et des magazines et des médias généralistes, etc. etc. Ok, donc tu penses qu'on pourrait parler de quoi? D'une accélération un peu dans tout ça quand tu parles de la forme qui change? De fait, il y a une accélération parce que Twitter, c'est l'immédiateté et que un site, à l'époque, un site web et mettre une vidéo sur un site web, c'était lent, et à l'époque du print, il fallait imprimer, distribuer dans les... Parce qu'on peut remonter loin, avant même les sites web, évidemment, il y avait les magazines qui étaient les premiers médias. Il y a eu la télé de fait pour le rap à la fin des années 80 d'ailleurs, si on remonte vraiment très loin, mais un des gros acteurs, donc je remonte un peu loin, mais un des gros acteurs importants pour l'histoire du rap, ça a été les magazines à partir de la fin des années 90. Donc de fait, les magazines ont été remplacés d'abord par les sites web avec un moindre succès, c'est pendant la période de la crise du disque et de la crise du rap, qui a été le genre le plus affecté. Mais de fait, oui, les réseaux sociaux ont amené cette accélération du mouvement, et aussi cette fin de l'écrit qui fait partie aussi de l'accélération dans ce cadre-là, et dans le fait que voilà, on est dans une économie de l'attention et aussi une consommation différente de la musique, on est plus sur une consommation ponctuelle, etc. etc. et que on est dans une logique de flux, c'est ce que veut dire streaming, donc voilà, de fait une accélération. Ok, et est-ce que tu penses qu'il y a un traitement juste différent pour les indépendants et pour les gens qui sont signés en majors ou en label dans ce traitement? Tu parles par les médias, par les médias SP? Ouais. On pourra poser la question plutôt à mes collègues, mais de fait, après ça a toujours existé. Il y a toujours eu les majors du disque ont toujours eu une puissance de frappe importante, plus importante que les médias, que les rappeurs indés, que les artistes indés. Mais on peut considérer qu'au moins à la marge ou dans une certaine mesure, le rapport de force a été un peu rééquilibré, et qu'aujourd'hui, étant donné qu'on n'est plus dans une architecture verticale de la consommation, que grâce au numérique, on peut se créer une audience, des communautés, etc. On y reviendra probablement. De fait, les indépendants peuvent faire jouer une carte qui n'existait pas forcément avant, en montrant des chiffres, etc. etc. Et disons que voilà, les moyens financiers des majors, qui sont en fait des moyens humains, le fait de pouvoir se payer un attaché de presse, pouvoir même se payer, on en discutera, mais un attaché de presse par média. Les majors, contrairement aux indés, ont un attaché de presse spécialisé radio, etc. etc. Donc de fait, au-delà des moyens financiers, c'est quelque chose de très vague, mais en fait, avoir un attaché de presse par média, c'est assez important. Aujourd'hui, on peut s'en sortir avec un ou une seule attachée de presse en faisant valoir d'autres arguments que sont les chiffres que permettent le numérique que fait l'artiste. Ok, merci. Donc, dans ce contexte numérique,
on a des médias donc, qui se sont développés avec et pour les réseaux sociaux numériques. Donc Valentin, Wesley, vous êtes tous les deux investis justement dans la création de médias qui ont vu le jour, notamment sur Twitter. Donc Wesley, je parle de Twitter, donc comment est née en fait l'envie de créer un média? Quelles ont été tes intentions dans un paysage occupé par seulement des bigs, Bouscapé, Rap Elite En fait, au départ, c'était pas une vocation d'être un média, en fait, VRF. En fait, c'était juste que moi, alors, je parle de Twitter en 2009, donc je passe pour un vieux, là, je pense, à cette époque-là. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, bon, ok, on pose des questions à des followers. Et en fait, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est qu'en retweetant, il y a toujours une réponse qui est un peu plus folle que l'autre. Donc du coup, ça crée du contenu. Donc au début, c'était des bars français. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on devenait média par le nombre de followers qu'on avait et pas forcément parce qu'on disait qu'on était un média. Et aujourd'hui, à l'époque, on était une place, en fait, c'était un peu l'agora de tous les fans de rap. À cette époque-là, où Twitter, c'était un peu un monde paradisiaque à l'époque, hein, Twitter. Hein, c'était pas comme aujourd'hui. Et du coup, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en donnant un ou deux avis sur le rap ou sur des artistes, on recevait des messages de rappeurs ou d'entourage un peu véhéments. Donc on s'est dit, ah ouais, d'accord, on est en train de prendre une place particulière. Mais au départ, c'est la communauté qui a fait qu'on est devenu média et qu'on s'est rendu compte. Mais au départ, c'était pas ça le postulat. Ok, très bien. Et toi, Valentin, au-delà d'une intention personnelle qui partait de... Ouais, en fait, j'ai rencontré les cofondateurs et les personnes qui sont aujourd'hui mes associés, Baptiste et William, à travers le rap et notre passion déjà pour la musique. Eux géraient des fanpages d'artistes et avaient monté tout un réseau de fanpages d'artistes. Moi, dans mon coin, de manière autodidacte, j'avais lancé ma web radio et en fait, tout naturellement, on s'est connecté et on s'est dit que plutôt que parler d'artistes en particulier sur des pages scindées, on allait tout regrouper dans une même page. Et très vite est né le site web. Et du coup, à la base, c'est parti en 2016 d'une page Facebook et du site web. Et ensuite, on a migré vers la vidéo parce que 2016, c'était le début de la vidéo sur Facebook. Et ça, on l'a capté assez vite parce que c'est aussi tout l'enjeu pour nous, les médias, réussir aujourd'hui à suivre en fait les algorithmes et ce que les plateformes demandent. Et du coup, grâce à la vidéo, on a réussi à très vite se constituer une communauté sur Facebook et ensuite lancer les autres réseaux sociaux. Ok. Et dans vos développements, est-ce que vous aviez en visée un modèle économique ou est-ce que le développement économique a été important dans le développement du média, comme vous êtes en plus plusieurs C'est venu assez tard, parce que du coup on lance le site en 2016. Je dirais de 2016 à 2018, on est vraiment très naïf, on ne sait pas du tout comment ça se passe, enfin vraiment on découvre. Et très vite, avant même le modèle économique, quand les attachés de presse ont commencé à nous envoyer des CD physiques, et c'est là où on s'est dit, ok, donc il peut potentiellement y avoir un échange, d'abord juste d'objets, etc. Et ensuite on s'est dit, ok, bon, s'ils sont capables de nous envoyer des CD, à un moment ils sont capables de nous envoyer un chèque si jamais on bosse bien. Et du coup, d'abord c'est la monétisation de notre site qui a commencé à se mettre en place, la monétisation de notre contenu, et ensuite, quand éditorialement on savait à peu près où on allait, on savait avec quel partenaire on pouvait bosser en maison de disques, et ça s'est fait pas très rapidement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Nous, ça a quand même mis 2-3 ans avant de se rendre compte qu'on pouvait vraiment générer de l'argent et qu'on pouvait vraiment en vivre. Et ensuite on a essayé de comprendre en fait d'où potentiellement pouvait venir toute notre source de revenus, donc les maisons de disques, les réseaux sociaux, la vidéo, les marques, et en fait ça s'est fait un petit peu étape par étape. Ok, et Paco, est-ce que tu as pu voir tu disais que si le développement économique a été important en fait dans tous les médias qui se sont développés sur les réseaux sociaux justement, enfin je parle de Rap Lune, Culture ou des choses comme ça, est-ce que tu as observé justement une structuration qui passait par les réseaux sociaux
Ce qui est intéressant, c'est que je pense que les médias qui viennent de se monter, on va dire post-Covid, ont tout de suite en tête un modèle économique assez précis. Ils peuvent faire des choix, que ce soit du brand content, adosser une agence, etc., compter sur les vues YouTube potentiellement, même si c'est de mon point de vue un peu risqué. Bref, il y a toutes sortes ou compter sur l'argent des non-disques, sachant que voilà, tous les mix possibles sont possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que entre, on va dire, le début des années 2010 et juste avant le Covid, on va dire, tout ça était un peu en gestation. Et donc il y a plein de médias qui sont apparus, d'autres qui ont disparu, certains qui ont réussi la transition entre, on va dire, l'époque des sites plus ou moins amateurs. Évidemment, il y avait des sites professionnels, Bouscapé étant le plus connu de tous. Certains ont réussi la transition du modèle vraiment site-centered, si je peux dire, jusqu'au modèle des réseaux sociaux. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, étant donné le succès du rap, étant donné tout l'argent qu'ont les maisons de disques, mais pas que, étant donné toute la remonétisation totale de l'industrie de la musique, globalement liée au numérique, mais pas que, en fait, liée aussi au concert, à la festivalisation de toute l'industrie de la musique, etc., de fait, un média, je ne sais pas si c'était ta question, mais de fait, quand on monte un média, assez rapidement, on voit qu'il y a de l'argent et qu'il suffit, enfin, il s'agit de faire des choix assez rapidement pour le faire de façon intelligente, et sachant qu'il y a aussi la contrainte de la dépendance à la plateforme qu'on choisit. Choisir YouTube, c'est une chose, il y a des questions de droit d'auteur, etc. Bon, c'est une petite digression que je ne ferai pas, mais tout ça pour dire que le modèle économique, de fait, la question se pose très rapidement, et en plus elle se pose par rapport à la plateforme qu'on choisit, etc. Bon. Okay, merci. Angèle, ça fait 8 ans que tu es dans la musique à peu près, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, donc tu as pu un peu suivre l'évolution des médias et l'avènement de plus en plus de petits médias sur les réseaux sociaux. Est-ce que donc tu as pu suivre une évolution dans le traitement du rap dans les médias, avec cette multiplication Ouais, alors moi ça fait pas 8 ans que je suis dans le rap, ça fait je dirais 4 ou 5 ans. Donc au début le Covid. Ouais. Et en tout cas voilà, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à travailler dans le rap, c'est parce que j'étais embauchée par un label qui s'appelle Columbia, donc chez Sony, qui est une major. Et j'ai été embauchée là-bas pour m'occuper du rap. Et c'est là que j'ai fait mes armes dans le rap et que j'ai découvert les médias qui proposent des packs payants, parce qu'en fait, dans les autres médias, ça n'existe pas dans la pop, tu vois. T'as des chefs de projet marketing qui vont avoir l'idée de prendre de la pub dans un magazine print, type Les Inrocks, etc. Mais ça rentre jamais dans les discussions avec les attachés de presse. Enfin, c'est vraiment à part, ça fait même pas partie de la stratégie promo quand on en parle. Là où, en bossant dans le rap, je me suis rendu compte qu'il y a certains médias à qui j'écrivais qui me répondaient directement « voici nos tarifs ». Voilà, tu vois. Et donc du coup, moi j'étais un peu déroutée et je me disais oui, mais non, mais moi je suis attachée de presse. Enfin, j'ai jamais fait ça, quoi, tu vois. Donc j'ai intégré ça, j'ai appris à travailler comme ça. Et après, dans la manière, tu me posais la question par rapport aux médias généralistes, la manière qu'ils ont de traiter le rap depuis, si on a vu une différence. Les médias SP et généralistes. Bah, du coup, moi la différence que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement les médias SP se sont multipliés et ça c'est une très bonne chose, parce que après il y en a beaucoup, et parfois tu retrouves des redondances dans certains. Par contre, parfois tu vois que certains petits médias, enfin quand je dis petits, en fait c'est les médias SP, qui vont avoir des pans vraiment différents, tu vois. Et donc un artiste que tu vas mettre, qui va être dont la cible va être Bouscapé ou Rap Elite, ce sera pas la même qu'un artiste qui va être sur Raplume ou Interlude. Donc ça c'était cool, parce que du coup ça permet de pouvoir avoir plus de visibilité pour différents artistes de la scène rap, tu vois. Et après, dans les médias généralistes, évidemment, j'ai vu un changement de traitement des artistes rap, puisqu'aujourd'hui, c'est la musique qui se vend le mieux. Et donc, on a enfin plus de cases dans les médias plus généralistes. Mais ça reste encore, parfois, sur les médias très tradis, plus adultes, ça reste encore compliqué de faire sa place et de... Ils vont faire un artiste rap et puis après ils vont pas en faire pendant 6 mois, tu vois, même si tu proposes un truc qui n'a rien à voir. Et donc il y a encore quelques barrières quand même. Okay. Et là tu parlais de packs payants, de packs payants. Est-ce que tu peux en dire quelques mots de plus, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne. En gros,
ce qui se passe, c'est que pour avoir une économie viable, les médias rap indépendants proposent des packs marketing comme beaucoup de médias traditionnels peuvent en proposer. Donc à l'inverse de, par exemple, plutôt à l'instar des médias traditionnels où tu vas prendre une page de pub dans les Inrocks ou dans Stylist ou dans Métro, les médias rap te proposent un pack marketing où tu peux avoir un carrousel, un relais du clip en story, et en fait la limite elle est un peu... ils peuvent le faire s'ils ont un coup de cœur sur l'artiste de manière gratuite à la manière d'un média indé quoi. Mais ils peuvent aussi te proposer ce pack s'il n'y a pas de coup de cœur ou si c'est juste à des médias, ils te proposent systématiquement ce pack à chaque fois que tu leur envoies un truc. T'en as, c'est au coup de cœur, ils vont le faire et sinon ils vont te dire bon j'ai pas de coup de cœur mais après voilà on a toujours l'option marketing etc. Donc c'est un peu délicat parce que du coup la limite est difficilement lisible quoi tu vois. Je sais que moi c'est un truc qui, en réfléchissant à titre perso, je me dis aujourd'hui, les personnes qui consomment les médias rap, on les informe pas d'un contenu qui est sponsorisé entre guillemets ou qui est issu d'un pack marketing versus un contenu qui est purement édito. Donc voilà, c'est ça les histoires des packs marketing. Et heureusement que ça existe en vrai parce qu'effectivement il y a plein d'artistes grâce à ça qui arrivent. Enfin moi par exemple quand je bosse avec des artistes indés je leur recommande de prendre des packs marketing sur certains médias et t'as des agences auprès desquelles tu peux prendre un pack marketing et qui vont arroser plusieurs médias indépendants tu vois et ça donne de super résultats pour l'artiste aussi tu vois donc heureusement que ça existe, c'est pas du tout une mauvaise chose tu vois. Juste, parfois c'est un peu confusant parce que tu peux avoir la même publication sur deux artistes différents, mais pour un t'as payé parce que y a pas eu de coup de cœur ou quoi, ou alors t'es passé par une agence, et pour l'autre ça s'est fait juste comme ça d'attaché de presse à médias sans échange marketing. Je vois ce que tu veux dire. Et t'as un mot à placer, non c'est bon. Non, je demandais les tarifs d'interlude. Oui, ça va. C'est ça. Et au début, tu plaçais beaucoup en radio, non? Peut-être que je me trompe, mais tu faisais de la radio, non? Non, justement, les artistes avec qui je bosse sont très peu en radio. Donc j'avoue, chez Columbia, je bossais pas mal, je continue à bosser pas mal avec les radios rap seulement. Et encore, quand je dis radio rap, en vrai, c'est que Gêné et Move. Parce que Skyrock, c'est le top 40 et c'est pas les artistes... moi, j'ai pas d'artistes dans le top 40. Et voilà, donc c'est les seules radios avec lesquelles j'ai bossé, mais non, j'étais pas trop... C'est un peu un taf... justement, tu parlais des attachés de presse par média, pour avoir été chez Columbia, où effectivement, on était une armada d'attachés de presse affiliés à un type de média. C'est pas les mêmes manières de bosser, en fait. En tout cas, disons que la partie média web et presse se ressemble un peu plus que la partie média radio et télé, où en fait c'est pas les mêmes arguments que tu vas mettre en avant pour réussir à avoir des retombées. Si tu parles à des journalistes médias web, spé et presse, tu vas plus utiliser vraiment, raconter l'histoire de l'artiste, parler de musique, citer des références, etc. Là où sur des grosses radios ou des télés, tu vas mettre en avant les streams, tu vois, les chiffres de vente, les stats des réseaux sociaux, voilà, donc c'est pas du tout les mêmes manières de bosser. Ça marche, merci. Et donc là, on parle de la place des médias, sur l'espace numérique, des transformations qu'on a pu avoir, de l'accélération du foisonnement des médias. Mais être un média, c'est avant tout faire du journalisme, malgré toutes ces histoires de pas de promo, tout ça. Donc est-ce qu'avec la monétisation des services, donc on a parlé de publications sponsorisées, on peut parler de collaboration avec des marques, de brand content, donc je pense à Bouscapé, qui en a fait avec Netflix, Granola, Onek. Est-ce qu'un média deviendrait juste un outil de promo, ou est-ce qu'il reste quand même de la place pour une critique journalistique Wesley, est-ce que tu peux me donner ton avis sur ça? Yes, quelle est la limite Bon, en fait, après, ça dépend comment on veut s'amuser à l'intérieur. Nous, on est arrivé dans le game, comme on dit, en fait, en faisant des critiques de rappeurs. En fait, on avait une chronique, track by track, après on mettait une note 12 sur 20, 13 sur 20. Je pense qu'on avait commencé avec Rof, je crois, de mémoire, et ça a fait pas mal d'embrouilles déjà. Rof en même temps. Ouais, ça fait pas mal d'embrouilles. Je crois que la plus grosse
Je crois que ceux qui nous ont fait le plus la gueule, ça va, c'était pas trop dangereux, c'était Big et Oli, mais ça reste gérable. Mais au final, alors en fait, comment tu le structures, nous on avait une structure très simple, c'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle la trappe couillon, c'était les chiffres de vente. Donc en fait, les chiffres de vente, c'est ce qui te ramène le plus de monde aujourd'hui, tout le monde le fait, donc t'as pas mal de curieux qui arrivent à ce moment-là. Ça rapporte du monde, ça? Ah, énormément de monde. Okay. Énormément de monde. Après, on avait mis en place à l'époque les awards, pareil, à trappe couillon, on a pas mal de monde vient en tant que curieux, et après, il reste là. Et après, si tu veux attirer ton média avec des journalistes, tu leur dis, bah, fais-moi un article, fais-toi plaisir sur un article qui est sympa, et lui, il va être content parce qu'il y aura pas mal de vues qui sera fait, parce que nous, on avait une structure de critique, où c'est toujours la même. C'est-à-dire que quand on cliquait sur notre chronique, on savait exactement la structure, j'appelais ça les pantoufles, on savait où on mettait les pieds, quoi, en fait, sur le site internet. Et après, à un moment donné, quand tu commences à recevoir 2-3 billets sur des artistes, avec des petits packs promo, tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais m'embêter à aller parler de mes coups de cœur ou quoi que ce soit, parce que parfois moi j'ai un exemple, on avait reçu Caris à la radio et on avait, je crois que c'était l'album Dozo, je sais pas si ça parle parce qu'il y a des amateurs de rap de toute façon, normalement. Et en fait l'album était moyen, et sauf que si on mettait une note moyenne, on n'était pas sûr de l'avoir en invité. Donc du coup on s'est regardé dans le miroir, on s'est dit bah en fait vas-y, c'est pas grave, on fait pas la chronique. Parce que elle sera mauvaise, on reçoit Caris. Et du coup, là, effectivement, si t'as pas de garde-fou journalistique dans ton site, dans ton média, bah, tu peux vite partir en vrille et ça peut vite devenir une entreprise à pack avec des tarifs qui sont très aléatoires en plus. Totalement. Nous, la première fois, je pense qu'on a reçu un billet, moi, je recevais un appel d'un producteur, Gris, et qui me dit ça coûte combien d'avoir la bannière Twitter chez vous avec l'album, et moi pour rigoler je dis 500 €, il me dit ok je te fais le PayPal, et je dis ah ouais d'accord, ok donc l'artiste j'ai jamais écouté son projet, je sais pas ce qu'il fait, ça se trouve il rappe même plus, ça se trouve que là il a arrêté le rap, mais au final la frontière est très très mince, et surtout quand alors moi j'ai connu, moi j'étais au 2015-2020, c'était pas du PayPal, hein, il fallait récupérer l'argent dans toutes les cités de France, et l'argent on sait pas d'où il venait, mais on a quelques indices, et du coup c'était un peu plus compliqué, mais vite on peut vite vriller. Après chez Interlude, il fait un gros travail journalistique, hein. Ouais. Et lui aujourd'hui il est dans la nouvelle phase, donc il devrait parler mieux que moi d'ailleurs. Déjà juste pour rebondir un peu sur ce que disait Angèle, il faut aussi un petit peu resituer ces histoires de packs, etc. Je pense que des médias structurés, des médias rap structurés en France, je pense qu'on doit se compter plus ou moins sur les doigts d'une main. Et de l'autre côté, il y a effectivement tout un lot de pages qui se lancent et qui effectivement pratiquent cette politique-là. Et je pourrais un peu faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer avec tous les influenceurs en ce moment, où d'un côté il y a les influ-voleurs, télé-réalité, etc. Et de l'autre côté, les plus sérieux qui sont structurés, etc. Et nous, on se place du coup plus dans les structurés. Et voilà, donc effectivement, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais effectivement, ça a l'air d'être un peu le bordel de l'autre côté de l'autre côté. Mais voilà, donc nous, on est divisé aussi en 3 pôles chez Interlude, et notamment un pôle édito et un pôle marketing qui se parlent parce qu'on est des petites structures, mais qui est quand même vraiment indépendant. Et on fait du marketing et on bosse et on accepte le marketing uniquement si ça colle à notre ligne éditoriale et si on sait que derrière notre communauté en fait va apprécier le morceau, et on refuse aussi assez régulièrement auprès des labels du marketing parce qu'on sait que personne ne sera gagnant dans l'histoire. Et ensuite effectivement, donc comme je disais, on est séparés, il y a la partie édito, la partie marketing, tout ce qui est en lien avec le marketing est géré par une équipe, donc c'est eux qui s'occupent de rédiger les posts, de rédiger les vidéos, et de l'autre côté il y a la partie éditoriale qui eux s'occupent du site, aussi des réseaux sociaux, mais majoritairement du site, des chroniques, etc. Donc nous, tout est scindé, et le marketing accepte de bosser avec tel ou tel artiste uniquement si on sait qu'il y a un lien et une logique à bosser avec nous. Dans tout ça, on voit quand même que la musique en soi, le produit musical, n'est pas
le seul déterminant donc, pour être mis en avant dans un média, et qu'il y a plusieurs acteurs forcément qui sont en jeu. Donc on va passer au troisième volet, tout à fait, donc les médias dans l'industrie. On sait que, on va parler des différents acteurs qui sont en lien avec les médias. On sait que Skyrock, par exemple, a longtemps refusé de passer des artistes s'ils n'étaient pas signés en major, donc Sony à l'époque par exemple, et que de l'autre côté, certaines maisons de disques refusaient des artistes s'ils n'étaient pas déjà passés justement par Skyrock. Est-ce qu'il y a toujours une dépendance entre maisons de disques et médias rap? Vous pensez? Je trouve de moins, enfin oui, beaucoup, mais de moins en moins, et tant mieux, parce que déjà il y a de moins en moins d'artistes qui signent en contrat d'artiste en maison de disques, et donc il y a de plus en plus d'artistes qui se font leurs propres équipes. Et pour avoir été des deux côtés, c'est-à-dire pendant 3 ans j'étais attachée de presse maison chez Columbia, donc effectivement j'ai pu voir la force qu'une major peut porter sur un média, tu vois. Effectivement, nous chez Columbia, le patron de Columbia, il a des rendez-vous avec Laurent Bounot de Skyrock très facilement. Il est capable de lui dire dans son bureau, ça c'est notre prio vraiment. J'aimerais qu'on... Alors évidemment, Laurent dit oui ou non, tu vois, mais il y a ce rapport-là qui est quand même assez privilégié et que très peu de gens dans cette industrie ont, avec le programmateur de la plus grosse radio rap en France quand même. Donc évidemment, ils ont une force de frappe très forte. Mais effectivement, je trouve que c'est en train de changer pas mal parce que du fait des contrats de distrib, en fait, il y a de plus en plus d'artistes qui ne veulent plus signer en contrat d'artiste et qui donc prennent des contrats de distribution. Et donc, qui dit contrat de distribution, ça veut dire que tu bénéficies pas de tous les services de la maison de disques. En fait, contrat d'artiste, c'est tu donnes... je vais faire une définition très bateau parce que même moi je suis pas experte sur tous ces sujets-là, mais en gros contrat d'artiste c'est que tu donnes le plus de pourcentage à la maison de disque, mais en échange tu as le plus de leurs services, donc tu vas bénéficier de leurs différents services transverses, services images, les attachés de presse internes au label, le service digital, voilà. Et à l'inverse, le contrat de distribution, tu donnes beaucoup moins de pourcentage de tes revenus à la maison de disque, mais tu ne bénéficies pas des attachés de presse maison, du service image, etc. Donc tu dois te créer une équipe externe pour prendre ces postes-là. Et donc moi, en tant qu'attachée de presse indépendante aujourd'hui, je bosse avec beaucoup d'artistes qui sont en distrib dans différentes maisons de disques et qui ont besoin d'une attachée de presse parce que leur maison de disques ne leur fournit pas en raison de leur contrat. Et donc ça permet de réétaler un peu les choses aussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gros attachés de presse indé, par exemple, qui ont une force de frappe presque aussi puissante que celle d'une major, parce que tel attaché de presse qui a Damso, Angèle, bien sûr que les médias vont avoir besoin d'eux, ils ont les plus gros noms de la scène actuelle, et ils sont indés, donc finalement, tu peux avoir presque, selon ton niveau de développement, c'est presque plus intéressant d'avoir tel attaché de presse indé qui a une grosse force de frappe, selon ce que tu proposes musicalement, que d'aller dans tel major, qui vont peut-être être dans un truc plus mainstream, plus sur des grosses radios qui collent pas forcément à ta musique. Enfin, donc j'ai l'impression que c'est en train de se rééquilibrer un peu. Et est-ce que tu penses que des médias pourraient favoriser certains artistes, toujours en dépit d'autres, s'ils sont signés ou pas, même s'ils ont une grosse capacité artistique? Après, c'est plus des médias, les vieux médias entre guillemets traditionnels. Oui, ça arrive encore parce qu'en fait, il y a des coups de pression entre majors aussi de ouais, mais je t'ai donné, je sais pas, tu vois. Il y a Beyoncé qui est venue en France et puis je te donne sa seule interview sur ta radio, donc en échange mon petit artiste en développement que je viens de signer là, qui a 10K de followers sur Insta, tu me le rentres en playlist, tu vois. Donc ça arrive encore, bien sûr, et mais beaucoup moins avec les médias spé, tu vois. Ça reste sur des gros mastodontes qui ont toujours fonctionné comme ça, et donc du coup mais ça arrive encore, ouais. Ok, et Wesley, est-ce que tu penses justement que les labels auraient besoin de certains médias? Moins maintenant. Ouais. Moins, je pense qu'un artiste peut se développer. Je pense qu'à un moment donné, les médias ont pris vachement la grosse tête. Certains l'ont encore aujourd'hui. Hein. Je te taquine. Et non, mais moins aujourd'hui. Aujourd'hui, un artiste, je pense qu'ici, quand vous avez, je sais pas...
quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez découvert un artiste sur Bouscapé ou sur un média? Je pense qu'il intervient peut-être en soirée, peut-être dans une story Insta, peut-être parce qu'on vous en parle, mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est très très rare un auditeur qui se dit tiens, je vais aller sur Bouscapé ou Interlude pour aller découvrir un artiste. C'est plutôt on va aller voir son artiste préféré en interview sur Interlude ou sur Bouscapé. Mais aujourd'hui, la découverte de talents, moi aujourd'hui, j'ai découvert des talents, je mets le flow Deezer et dès qu'il y a quelqu'un qui m'interpelle, je mets un coup de cœur, je regarde plus tard, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus équilibré et je pense que, comme l'analogie avec les influenceurs, je pense que les packs marketing, là, ils sont voués à disparaître, je pense, à un moment donné, parce que je pense qu'avec une bonne équipe, un artiste, il n'a plus besoin de médias aujourd'hui. Est-ce que les liens comme ça qui entretiennent les médias et les labels seraient liés à des médias qui sont pas critiques de base? Je pense à par exemple Bouscapé qui ne veut... Totalement, je sais ce que tu veux dire, totalement, ouais. Bien sûr. Si tu veux te faire de l'argent en tant que média, faut pas être critique. D'ailleurs, Bouscapé, ils ont fait une critique il y a 15 ans, on en parle encore, contre Booba, et ils n'ont plus fait depuis. Non, il ne faut pas faire de critique, surtout pas. Nous, on a eu beaucoup de médias qui nous ont... déjà, je parlais de Caris, on a invité Caris, donc tous les artistes de Booba, on ne pouvait plus les avoir en interview. Déjà, on a eu une critique sur Dossé, donc toute l'équipe, son équipe, on ne pouvait plus les avoir. En fait, on n'a pas le droit de critiquer un artiste, au même titre que vous ne pourrez jamais voir. C'est très rare que vous voyez sur un média rap, en exclusivité, voici un son ou voici une cover d'album. Parce que entre... Tu fais ça, tu te manges un coup de pression dans la minute et c'est pas les mêmes règles, il n'y a pas de scoop quoi. Il n'y a aucun média rap qui a un scoop. En général, le scoop il est négocié en interne quoi. Ou sinon, c'est une exclue. Il faut aller chercher quoi. Nous, la seule. C'est des fuites. Nous, le seul scoop qu'on a sorti, c'était la cover de Nino à l'époque Destin. Warner a supprimé notre compte Twitter. Donc on peut plus. Il n'y a pas de scoop, donc ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme un média classique, mais en tout cas pour être structuré, je ne connais pas un média structuré qui fait de l'argent avec une économie, qui base sa ligne éditoriale sur de la critique. Donc il y a une autocensure des médias et une censure des labels. Non, je pense que c'est un parti pris après. Non, c'est un parti pris. Je pense que t'as pas envie de te faire chier aussi. Excusez-moi. T'as pas envie de t'embêter aussi sur à te manger des coups de pression tous les matins. Voilà. Mais surtout, pardon. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de médias dont la critique médiatique n'existe plus tellement en musique aujourd'hui, j'ai l'impression. Je vois pas quel média fait encore des chroniques d'albums, justement du fait qu'il y a des algorithmes aujourd'hui qui nous font découvrir tout et que du coup, comme tu le disais très bien, les gens n'ont plus besoin des médias pour découvrir des choses, ils y vont plus pour avoir des interviews, des formats un peu exclusifs, drôles, des informations, voilà, plutôt que vraiment pour découvrir. Et encore, si tu vois, genre tu peux suivre plein de comptes Twitter et Instagram pour découvrir des jeunes artistes, mais tu vas pas aller lire, ça va trop vite, tu vas pas aller lire une chronique et la vie de quelqu'un, tu t'en fous, tu veux juste voir l'extrait de 10 secondes, ça te plaît pas, et après tu passes, tu vois. Du coup, j'ai l'impression que ça marche plus non plus parce que le public ne s'intéresse pas forcément à la critique, en tout cas dans les médias digitaux récents, tu vois, et dans le rap. J'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait de la demande du côté du public pour consommer de la critique, vraiment, tu vois. Ouais, après, quand je parle de critique, je parle pas forcément de critique négative, je parle de critique journalistique au sens de donner un avis, quoi. Ouais, c'est ça, non, mais de la chronique, tout simplement, ouais, parce que ce soit négatif ou positif, je suis pas sûre qu'il y ait de la demande, tu vois, de vouloir lire ou écouter un truc... Après, je pense qu'il y a quand même une volonté de découvrir, justement, par les médias, et c'est peut-être un inversement, plus l'artiste et le média sont tendés, avec des petits médias qui ont comme, vraiment pour volonté de faire découvrir des indés, mais des médias aussi qui se montrent plus comme des influenceurs presque en fait qu'aussi que de la critique, je pense que c'est un peu ça. Mais c'est des choses qu'on aborde dans les stratégies promo totalement, tu vois, genre quand je commence à bosser avec un rappeur ou une rappeuse indé, selon la musique qu'il ou elle propose, c'est abordé dans la strat, on se dit ok, tu vois, là ça serait bien quand on commence d'avoir tous les médias précurseurs qui relaient avant de prendre la parole dans des médias plus gros, parce que c'est super important de solidifier cette base là, que tu sois dans leur radar, c'est aussi un tampon, un gage de qualité. Quand tu découvres un artiste, le premier truc que tu fais, si tu veux creuser un peu, tu vas taper son nom dans Twitter ou dans Google, tu vas voir, ah ouais,
Interlude, Newton, il y en a pas mal qui en parlent, tu vois, donc tu vas dire ok, gage de qualité. Donc ces médias-là sont hyper importants pour ça et ça fait découvrir des artistes, tu vois. Juste après, c'est la manière dont ça le fait découvrir, c'est plus des chroniques que tu prends le temps de lire ou d'écouter, quoi. Mais c'est du flux que tu vois passer et plus tu le vois passer sur des médias que tu valides, plus toi-même, dans ton esprit, tu vas valider l'artiste, quoi. Ok, donc t'as quand même des petits médias qui restent... ouais, qui sont très précurseurs, de ouf, c'est hyper important. Et c'est aussi très important pour les professionnels, en fait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, dans notre taf, ce que je dis souvent aux artistes, c'est que les retombées médiatiques, ça va pas te faire doubler tes streams, hein. Ça fait, en termes de transformation, à part si t'es en playlist sur Sky, oui, là tu vas avoir une grosse différence de stream, mais sans ça, c'est pas parce que t'as des relais ou une interview dans tel ou tel média que ça va impacter tes streams. En revanche, ça va te faire un beau dossier de presse et tu vas pouvoir faire plus de festivals parce que les programmateurs vont se dire ah ok, elle a tout ça comme média, cette artiste, bah, du coup je vais la programmer, ça te permet d'avoir la certif sur Instagram parce que t'as plein d'articles, enfin tu vois, donc ça y a aussi une portée vachement plus pro, quoi, tu vois. Yes, I get it. Mais dans tous ces systèmes différents, que ce soit dans le petit média, précurseur ou plus gros média, il faut se financer. Et Angèle, est-ce que tu pourrais juste continuer en nous expliquant qui finance en fait les campagnes de presse pour les artistes? Et après, tout à l'heure, tu disais qu'on a pu te demander justement de l'argent. Donc est-ce qu'une partie de l'argent qu'on va pouvoir te donner pour faire tes missions, est-ce que tu peux le réinjecter directement dans les médias? Non, ça arrive jamais. Pas du tout. Parce que l'argent ce que je facture à mes clients, c'est mes services d'attaché de presse. Ce que je peux faire après, quand les médias me proposent des campagnes, moi j'informe mes clients et mes clientes en disant ben voilà, pour info, on vous propose ça. Et selon si c'est un label ou un artiste indé. Et c'est pour ça aussi ce que tu disais tout à l'heure, Paco, par rapport au fait que oui, quand tu es en maison de disques, tu as plus d'argent pour prendre des campagnes marketing dans les médias, etc. Tu as aussi plus de moyens humains, des gens qui ont juste l'idée, tu vois, des équipes digitales dont c'est le taf, qui bossent à l'année avec ces médias-là, qui connaissent leur grille tarifaire par cœur, qui connaissent leur stats aussi, tu vois, leur reach direct, et du coup qui sont capables de te dire oui, non, tu vois, toi dans ta cible, ça sert à rien d'aller sur tel média rap, il vaut mieux aller prendre chez eux parce que ils font plus de reach, etc. Donc ça, c'est des moyens humains, et donc par exemple, quand c'est un artiste qui est signé en label, ça va être le budget marketing de cet artiste qui lui est assigné par la maison de disques. C'est dans ce budget-là qu'on va prendre, c'est du marketing en fait, c'est pas de la... Le budget promo, il est vraiment que... Enfin, tu payes le service, le savoir-faire d'un ou d'une attachée de presse et son réseau, mais c'est pas destiné à payer le marketing en médias, parce que même si c'est dans les médias, ça reste du marketing, et donc c'est pris dans le même budget que ton Google Ad, ou que ton street marketing, ou que, tu vois... donc voilà. Et les artistes indés, parfois ils payent de leur poche aussi, tu vois, ça m'arrive. Quand j'ai des artistes qui sont pas du tout signés, je les informe, je les conseille, voilà ce que j'en pense, je pense que ça sert à rien, ou je pense que ça pourrait être bien de passer via telle agence qui arrose un peu plusieurs médias, et en fonction, ils décident de débloquer de l'argent, de leur budget à eux, en fait, avec leur argent, tu vois. Et au-delà de l'argent qui vient des services marketing, des labels, tout ça, on a la question des partenariats. Donc des médias, que ce soit avec des marques, par exemple là je pense à Puma avec 1863 et Rappeuse en Liberté, ou des médias avec des labels, donc par exemple la Pépite là qui a annoncé sa collaboration avec Play2. Donc quel est l'impact de ce genre de collaboration sur le contenu mis en avant d'un média? Par exemple pour toi Valentin avec Interlude, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La relation entre les marques et les médias? L'impact des collaborations, que ce soit donc média marque ou bien média label? Alors elle est différente parce que la relation avec les labels elle est plus sur du long terme. On crée des relations de confiance avec eux. Là où avec les marques aussi évidemment on crée des relations de confiance mais qui sont plus ponctuelles. Un label peut venir, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois nous solliciter justement pour des mises en avant marketing. Là où une marque, ça sera peut-être 1 fois dans l'année. Donc on est, je pense aujourd'hui, en fait il y a aussi autre chose, c'est que là où les labels ça va être plein de petites sommes entre guillemets récurrentes, là où les marques ça sera tout de suite des plus gros budgets mais moins fréquents, donc il faut juste justement faire attention de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de pouvoir gérer tous
tous ces revenus. Et ensuite, tu parlais de l'impact en 1863, effectivement, avec un label. Bah, ça, c'est effectivement, on a besoin à un certain moment de s'adosser avec des partenaires si on veut passer des steps. Donc nous, ça n'a pas forcément été avec des labels ou quoi, mais ça a plus été avec des marques et des OP, avec des marques qui nous ont permis d'embaucher et de passer des steps, par exemple. Donc voilà, après, tout dépend aussi des médias et des besoins des médias. Et encore une fois, je pense qu'on n'est pas nombreux, entre guillemets, à pouvoir collaborer avec des marques, parce qu'aussi, on n'a pas tous des structures qui sont prêtes à collaborer avec ces marques-là, parce qu'on parle vraiment de... Enfin, nous, les quelques campagnes qui nous ont vraiment bien aidés, c'est avec des marques, c'est avec des marques qui sont des grosses marques où il faut derrière assumer et être capable, que ça soit en termes de créa, d'idées, et aussi derrière de moyens humains et techniques. Il faut être capable de pouvoir collaborer avec eux, et pendant longtemps, on a patienté justement avant de pouvoir passer ce step-là, parce qu'on n'était pas prêt en fait. J'ai vu, je pense, passer qu'en 2023, Interlude préparait justement... Enfin, que 2023 serait une année pleine de collaboration. Oui. Ouais, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, et notamment parce que du coup, depuis le mois de septembre, on s'est structuré, on a embauché. Notre masse salariale, je sais pas, a été multipliée par 5, par 6, donc forcément il faut assumer. Et avant, on a justement su préparer le terrain, tu vois, donc on est en mesure de dire qu'effectivement il y a plein de choses qui vont arriver, et on est obligé, en fait, c'est pour notre survie. Et on a passé un cap dans notre structure, donc du coup pareil, il faut qu'on arrive à passer un cap au niveau des annonceurs et des relations, en fait, qu'on arrive à tisser avec eux. Et pour les marques, est-ce que vous allez chercher des marques, ou bien vous attendez que des gens viennent vers vous et vous voyez si ça peut correspondre Ça fonctionne des deux manières. En fait, et on est justement là en plein dedans depuis les derniers mois. On est vraiment encore sur c'est un autre monde, parce que là on parle vraiment du monde de la publicité, donc qui n'a vraiment plus rien à voir avec la musique. Donc on se retrouve chez des agences médias, chez des agences créa, et je sais pas, en fait c'est toutes les marques qu'on voit à la télé, en fait. Donc c'est avec ces gens-là qu'on discute. Donc pour nous c'est un monde nouveau, pour eux aussi, parce qu'il y a le rap, il faut aussi que les artistes soient prêts, parce qu'en général c'est jamais un média et une marque seule, il y a souvent des artistes aussi dans la boucle. Donc il faut aussi que les artistes soient prêts en termes d'image, de sérieux aussi, à collaborer. Et en France, il n'y a pas non plus des dizaines et des dizaines d'artistes qui ont les épaules pour ça. Donc on avance en fait tous en même temps, quoi. Et merci. Et Paco, est-ce que tu penses qu'un média peut durer dans le temps sans partenariat ? Justement, ça dépend de ce qu'on appelle un média, et ça dépend de ce qu'on appelle du journalisme, etc. Ça dépend comme ça a été dit, en fait, c'est pour passer un step. Si un média veut se limiter, mais c'est pas d'un point de vue négatif que je dis ça, à du traitement médiatique / journalistique, sans forcément critique ou pas critique, c'est pas forcément la question, mais qui fasse juste des interviews, des contenus qui demandent peu d'argent, c'est-à-dire un micro, une caméra et une pièce vide, des articles qui sont souvent du relais de seconde main et qui ne sont pas forcément des articles de fond où il faut payer un journaliste ou une enquête, etc. À partir du moment où ça se limite à ça, non. Un média peut rester un média plus ou moins journalistique et survivre, pour reprendre ces termes. Mais s'il veut, en effet, survie quand même. Donc voilà, s'il veut passer un step, s'il veut développer de nouveaux contenus, en fait, il est probable, je n'ai pas fait d'études quantitatives de tous les fondateurs de Mediarap en France, mais il est probable que la première ambition, les premières envies de tous ces fondateurs, c'était pas créer un Libération ou un rock spécialisé rap. C'était vivre de sa passion, faire vivre sa passion, développer toutes sortes de contenus, se divertir, une aventure entrepreneuriale avec des amis, une aventure liée aux réseaux sociaux, une aventure liée à la musique qu'on aime, etc. Ils se font pas pour religion, c'est pas forcément des gens qui sortent de maisons d'école de journalisme, donc ils se font pas pour religion de rester ad vitam aeternam un média rap. Et par ailleurs, on pourra d'ailleurs parler des magazines, peut-être que ce sera évoqué, du renouveau des magazines via l'abonnement, etc.
qui est une solution pour rester un média journalistique pur et simple. Mais voilà, pour répondre à la question, de récapituler, si on veut passer un step, et notamment la plupart des fondateurs de médias veulent passer un step parce que il ne se faisait pas pour religion de faire un média journalistique. Oui, les marques sont aujourd'hui, et là on pourrait développer longtemps sur le fait que la valeur symbolique de l'urbain, pour utiliser un gros mot qui est urbain, mais c'est comme ça que les gens dans l'industrie parlent. D'ailleurs, là c'est une parenthèse, mais moi dans ma tête j'utilise le mot urbain et c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est parce que c'est un terme aussi hypocrite, potentiellement raciste soit-il, etc., etc. C'est un terme qui est utilisé dans l'industrie parce que rap est peut-être un peu trop limité, un peu trop segmenté, etc., etc. Pour revenir à la valeur symbolique de l'urbain, l'urbain en général a une valeur symbolique qui est de plus en plus importante. On parle d'annonceurs, on parle de marques, etc., etc. Donc voilà, on est arrivé à un moment où ça fait déjà quelques années que les marques justement j'allais dire de streetwear, mais pas que, lorgnent beaucoup sur les artistes, et une des façons d'atteindre les artistes et de créer du contenu, c'est de fait de se rapprocher des médias. Donc voilà, tout ça évolue de façon, c'est quasiment aimanté, c'est aimanté quoi, ça se rapproche irrémédiablement, et c'est ce qui est en train de se passer déjà depuis quelques années. Et là-dedans, je me demande, est-ce qu'il existe alors encore quand même une place pour... en fait, comment faire la part des choses entre un coup de cœur, par exemple, d'un média, entre la mise en avant d'un contenu de bas de promo, un post avec une marque, comment... Ouais, la question est adressée, ouais. Ouais, tu peux répondre. Ouais, non, j'en suis pas spécialiste parce que je travaille pas dans un média, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir son avis. Ouais, je trouve que le mot structuré était assez intéressant. Dans les médias print, aux Inrock, il y a un service publicité, marketing, et il y a des journalistes qui n'ont aucun rapport entre eux. Probable qu'il y a une porosité, les gens discutent, mangent ensemble à midi, donc de fait, il peut potentiellement y avoir favoritisme plus ou moins indirect entre un artiste qui a pris de la promo ou entre un acteur, etc., etc. Enfin bref. Mais le fait que ce soit structuré, compartimenté, et le fait qu'un média développe une activité propre de média journalistique et essaye de segmenter tout ça, c'est une des seules solutions. La différence avec le print notamment, et la télévision par exemple, c'est que sur le digital, sur le numérique, tout est mélangé, sauf quand il y a écrit cet article a été sponsorisé. On ne sait pas ce qui est de la pub ou ce qui n'est pas de la pub, alors que c'est évident à la télévision, il y a de la publicité entre deux programmes, et c'est aussi évident dans les magazines print où il y a des publicités, des marques, etc., etc. Là, c'est assez mélangé, donc ça peut être un peu traître entre guillemets. En tout cas, c'est complexe c'est complexe. Et c'est une gymnastique, c'est clairement une gymnastique que tous les médias. Je pense que tous les médias sont ça veut tout rien dire, mais tous les fondateurs ou les gens qui sont dans les médias sont de bonne volonté en théorie. Ils n'essayent pas de tromper quiconque. Mais le principe du conflit d'intérêt, d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas soi-même être juge du fait qu'on est dans un conflit d'intérêt ou pas. Donc voilà, ils sont de bonne volonté, je pense que tout le monde fait au mieux et qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, de volonté de nuire ou d'arnaquer les auditeurs. Mais c'est sûr que c'est une gymnastique qui est complexe. Ouais, je pense que ça doit être complexe, surtout comme dit. Complexe. Toi, tu peux en dire quelque chose, Valentin, là-dessus? Non, encore une fois, effectivement, je pense que la clé, c'est la structuration et la séparation. Justin, qui est notre rédacteur en chef, fait une école de journalisme, n'y connaît rien en marketing, déteste envoyer des mails, et moi je déteste écrire des articles, et chacun en fait fait son taf. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et juste pour ajouter sur les marques aussi, on en est dépendant financièrement et presque aussi, je dirais, de part créativement, parce que c'est ces marques-là qui nous permettent aujourd'hui de financer des formats qui n'auraient sûrement pas vu le jour sans un annonceur. Et aujourd'hui, quasiment tous les formats qu'on a en tête coûtent très cher. Et si les marques ne nous aident pas en fait à financer ces formats-là, ils ne verront pas le jour, et donc du coup, pareil pour nous, en fait, on a tout à y perdre, en fait, même en termes de créativité.
Après, je voulais juste citer un exemple de médias indépendants. Je ne dis pas du tout que c'est facile, mais c'est possible. Mais c'est très difficile, c'est Grunt. Ouais, Jean Morel qui dit clairement il n'y a pas parce qu'ils ont trouvé un autre système économique. Mais donc c'est pas impossible, juste c'est très difficile. Et tu vois, là, typiquement, il a stoppé tout son format Grunt d'or parce qu'il attend une subvention du CNM, tu vois. Et tant qu'il n'a pas la réponse du CNM pour avoir sa subvention, son format il est dead, quoi. Ouais, il refuse. Donc c'est relou, c'est pas facile, mais c'est quand même possible si c'est ta volonté, en tout cas, parce que lui c'est sa volonté première et il y arrive, quoi. Ouais, et moi je trouve ça intéressant aussi de voir, quand il en parle, qu'il parle vraiment de je veux garder ma liberté éditoriale. Genre, ouais. Je suis pas sûr que ça soit. Nous, typiquement, j'ai pas l'impression qu'on soit contraint éditorialement. Enfin, en fait, c'est soit on décide d'accepter, et souvent on parle de mise en avant plus qu'autre chose. En fait, ton artiste, non, on va en parler. Juste, en fait, si tu nous rémunères, on le mettra en avant parce qu'effectivement, on est obligé, en fait. Mais c'est plus de la mise en avant que je ne parle de toi que si tu me rémunères. C'est pour ça qu'encore une fois, je fais la différence entre les médias et enfin les deux catégories de médias en fait. Mais justement, cette mise en avant même, elle relève. Enfin, après tu disais, pardon, j'ai coupé ma phrase, mais tu disais que vraiment vous avez votre rédacteur en chef qui a fait une école de journalisme, que toi tu vas pas aller vers les articles. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, de voir que dans les médias aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent. On a beaucoup de gens d'écoles de commerce, de gens commerciaux, qui sont plus forcément justement des... Mais, ouais, et c'est surtout qu'en fait, on est certes un média, mais on est juste une entreprise en fait. Ouais. Et dans toutes les entreprises, tu as des services, commerciaux, marketing, c'est ça, etc. Exactement. Mais du coup, si j'arrive un peu à résumer ce qu'on dit, la critique donc aujourd'hui n'est plus au goût du jour, enfin pas plus au goût du jour, mais n'est plus le principal point des médias. Et on serait face quand même à une médiatisation et une validation des artistes en fonction aussi du business plan, du coup du média. Parce que, enfin, je parle de validation et de mise en avant surtout pour une rentrée d'argent. Donc les médias aussi sont un peu des régies publicitaires dues aussi pour les labels autant que pour les marques. Et on a quand même beaucoup moins de jugement, philosophiquement même de goût, sans être négatif et en rentrant dans les termes de jugement et de critique. Qu'est-ce que t'en penses, Wesley ? Non, moi j'aimais juste pour bien, je pensais à l'ABCDR aussi qui reste aussi peut-être le média encore, peut-être le seul d'ailleurs. Il fait bénévole du coup. Ouais, bénévole. Ouais, qui du coup peut payer. Depuis 25 ans ils sont bénévoles, je sais pas comment ils font d'ailleurs. Mais non, parce que moi je prends l'exemple de Rap Plume, je pense qu'ils aiment bien Dinos par exemple. Et Laylo par exemple. Ouais, voilà, ils arrivent à mettre, je pense, des coups de cœur. Bon, après maintenant ils s'y retrouvent financièrement aussi avec eux, mais au début ils avaient nous on avait Brave aussi qu'on aimait beaucoup à l'époque. On avait une petite patte et je pense que chaque média a sa petite patte d'artiste, mine de rien quand même si il n'y a pas de coup de cœur. Après il y a des feelings, et nous on était très très potes avec Sams, Mastar, donc dans Mastar aussi. On était très très potes avec lui, donc c'était beaucoup plus simple déjà. Donc on arrive quand même à avoir des gars avec qui on est proche, on veut mettre en avant. C'était quoi ta question? Désolé, excuse-moi. Non, tu partais bien, genre je parlais justement de place du jugement dans tout ça, et là tu me parles de ça, tu vois, de coup de cœur, de goût. Coup de cœur, et même parfois il y a règlement de compte aussi, parce que parfois tu peux croiser un mec à un concert, un artiste que t'aimes pas trop, quoi que ce soit, et tu te venges un peu. Moi j'ai l'exemple de DC's. On n'est pas le bon exemple, parce que nous on s'est embrouillé un peu avec tout le monde, et c'est pas du tout la bonne manière de monter un média. DC's avec qui on a eu un règlement de compte sur des chroniques, qui étaient complètement perso et qui n'étaient pas du tout déontologiques. DC's, El Matador, je sais pas si c'est encore, l'artiste. On avait plein de gens comme ça avec qui on réglait des comptes, et du coup on sert du média aussi à mauvais escient, et c'était pas la bonne manière, mais donc du coup tout est, je dirais pas tout, mais nous à notre niveau en tout cas, dans notre posture, on était vraiment, Valentin, dis-moi si je me trompe pas, on était vraiment entre les deux, entre le petit et le gros. On était un peu middle dans tout ça, et en fait le fait de dire on est indépendant, on fait ce qu'on veut, c'est aussi un petit coup de pub, on parlait de Grunt, je pense qu'en termes de posture, dire qu'on est indépendant, et en fait on est indépendant jusqu'au moment où la somme est super intéressante. Donc du coup c'est vrai que c'est compliqué mine de rien d'avoir, mais on arrive quand même à avoir des coups de cœur sans que ça soit rémunéré ou autre.
Merci. Ce serait pas dans l'intérêt d'un média d'accepter n'importe quoi pour de la... Enfin, tu vois, ton média, il va mourir si tu... Si un jour tu parles de Leilo et le lendemain tu parles de Vest l'Enfoiré, tu vois, genre... Ça arrive que parfois, tu sais, certains artistes, certains médias, par exemple, mettent des pubs, enfin mettent des artistes, et tout le monde dit en commentaire, ils vous ont payé. Ouais, c'est cramé que c'est... Ouais, oui, mais donc voilà, ça marche pas. Donc en fait, c'est dans l'intérêt aussi du média d'avoir une ligne édito, malgré les packs promo et tout, quoi. D'accord. Et du label aussi, pour l'image de son artiste. Oui, c'est ça. Bah, quand un label choisit de mettre de l'argent dans un média, c'est parce qu'il y a ce côté aussi caché, validation, c'est l'image qu'on veut donner. Encore une fois, aujourd'hui, les médias pour les artistes, c'est avant tout de l'image, c'est plus un impact direct sur les stats et les streams, et donc l'argent, l'économie de l'artiste. C'est l'image, en fait. Donc, ouais. Merci, on se rapproche de la fin. Donc on va passer au dernier petit pan qui est autour un peu de l'avenir des médias. Et excuse-moi. Je le laisserai parler juste après, désolé. Donc je vais juste vous poser une petite dernière question à chacun pour finir. Déjà Angèle, est-ce que tu penses que tout ce qu'on a dit c'est spécifique au rap? Après, dès le début, tu disais que les médias traditionnels, par exemple, étaient de plus en plus allaient parler un peu plus de rap et que oui, il y avait plus de top stream, plus d'argent, donc oui, mais est-ce que tu peux... Bah, il y a quand même une spécificité aux médias rap. Déjà, en fait, la plupart des médias rap sont effectivement créés par des passionnés. C'est pas le même schéma de vie. T'as fait école de journalisme et après t'es embauché, tu vois. Ouais. Donc, c'est des médias indépendants qui sont créés avec passion par des gens passionnés, qui ont des compétences dans des domaines différents. Il y en a qui vont juste savoir bien manier la plume parce qu'ils kiffent ça, d'autres qui vont être des bons businessmen, d'autres, voilà. Et donc ça fait aussi qu'à la fin, même dans les échanges, c'est pas du tout la même manière de bosser. Moi j'étais hyper contente quand j'ai commencé à bosser dans le rap parce que c'est les interlocuteurs et les interlocutrices avec qui j'avais les meilleurs échanges parce que c'est des passionnés en fait et ils prennent le temps de te répondre et ils sont pas snobs et voilà. Et donc oui, et puis ce fameux truc de l'économie et des packs promo, ça c'est vraiment propre aux médias rap, tu vois. Tu vas pas dire à Combini, je vous prends un pack et vous me partagez le clip en story, tu vois. Tu vas pas, et je dis Combini c'est un gros, mais même des trucs plus moyens en pop, genre Jack ou les Rock en web, ou tu vois, ou Général Pop, pourquoi ça n'arrive pas en fait. C'est pas c'est pas dans la logique du truc, alors que les médias rap, la question se pose tout de suite, tu vois. Et tout le monde a intégré maintenant que c'est le mode de fonctionnement des médias rap. Mais c'est aussi parce qu'ils sont indépendants et qu'ils sont pas rachetés par des groupes, contrairement à, tu vois, Jack c'est Canal+, Général Pop c'est BETC, les Rock c'est un gros groupe de presse, Combini c'est maintenant devenu un mastodonte parce que c'est aussi une agence de pub, ils ont leur propre économie, ils ont plus rien ils ont des centaines d'employés, tu vois. Et donc c'est aussi logique, tu vois, les médias rap restent dans leur sphère indé, ils sont pas rachetés par des gros groupes et donc du coup ils ont besoin de générer du budget. Donc oui, il y a un truc quand même très spécifique aux médias rap, que ce soit dans la polyvalence des gens qui les font, parce que du coup tu peux avoir un interlocuteur qui est à la fois qui va être le journaliste qui va écrire l'article et puis il va aussi t'envoyer les tarifs et puis il va aussi être là sur les tournages et puis tout le monde est très polyvalent, tu vois. Et puis le côté effectivement économie, pack promo, voilà. Ok, merci. Wesley, est-ce que tu penses que ces modèles dont j'ai parlé juste avant vont perdurer donc? Est-ce qu'il faudra s'adapter à de nouveaux enjeux? Bah là en fait on a deux très bons exemples de médias avec deux structures différentes et deux fins ou trajectoires différentes. En l'occurrence VRF où entre 2015 et 2019 tu parlais à n'importe quel auditeur de rap, il connaissait VRF. Et aujourd'hui, je pense que les plus jeunes connaissent moins, et tu avais de HIF, enfin Interlude à l'époque, qui commençait, je crois que vous avez commencé 3-4 ans après nous, je crois, et toi qui ont pris une structure beaucoup plus pro, beaucoup plus quali, ils ont pris le temps, et aujourd'hui ils perdurent, et je pense qu'ils vont encore perdurer. Et nous, aujourd'hui, on est quasiment plus dans les radars, parce qu'on s'est fait dépasser complètement par des gens parce que être le premier à faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que tu es le meilleur. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des gens qui sont... ils ont été beaucoup plus forts que nous. Nous, on a ouvert les portes, mais je pense qu'eux, ils ont ouvert, je sais pas quoi, mais ils ont bien ouvert en tout cas.
Et ils font beaucoup mieux que nous. Donc du coup, voilà, on a 2 médias qui avaient 2 structures et c'est super violent parce que tu passes... moi aujourd'hui je suis très content d'en parler, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, on m'invite encore plus maintenant que ça a baissé, donc c'est drôle quand même. Et c'est super violent parce que tu passes d'une vie où tu es sursollicité tout le temps à plus personne te calcule. Et du coup, l'avenir même du média, s'il y a 3 ans de ça, on aurait dit VRF allait dépasser Interlude. Et du coup, c'est la structure qui compte, c'est la structure. Nous, pour la petite histoire, on n'existe plus parce que à cause de qui déjà? À cause de Warner d'ailleurs. Et Nino qui a engendré plein de trucs, parce que tu vois, je pense qu'il y a un peu, je vais pas faire le parano, mais je pense qu'il y a 2-3 critiques qui n'étaient pas les bienvenus entre guillemets à la table des maisons de disques, on faisait un peu chier tout le monde, mais du coup ils nous ont strike le Twitter et en fait Twitter saute, du coup il y a d'autres qui arrivent et vous-même on est d'accord, si vous avez un compte qui saute, c'est bon, il y en a d'autres qui disent sur le rap comme quoi le média n'est pas si parfois important que ça. Donc l'avenir, c'est quand tu es bien structuré, c'est beaucoup plus simple. Donc Interlude, quel est votre avenir en tant qu'entreprise? Valentin, je vais pas te faire répéter un peu ce que Wesley a dit. J'ai croqué en fait, c'est ça? Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Mais au niveau des modèles différents, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il faut être attractif auprès des artistes et séduire leurs équipes, ou bien faire plaisir au public? Les deux, il faut réussir à faire les deux. Il y a un truc que je commence un peu à comprendre, et alors que ça fait longtemps, mais en fait si le label n'a pas besoin de toi, ils t'appellent souvent quand ils ont besoin de toi, et du coup t'as beau proposer les meilleurs formats du monde, s'ils en ont pas envie, ils en ont pas envie. Donc, ça va plus dans le sens. Donc en fait il faut juste réussir à je pense, à se créer une image de marque en fait, et se dire en fait je vais pas pour tel ou tel format, mais je vais pour tel ou tel média parce que m'afficher avec ce média là m'apportera du plus et m'apportera une bonne image parce que c'est gage de confiance, etc. Donc oui, juste réussir à créer les formats les plus pertinents, savoir se renouveler et correspondre à son image de marque et exactement. Déjà. Ok, merci. Paco, je te demanderai un peu de finir ça, sauf si vous avez des petites choses à rajouter. Mais est-ce que tu penses que tout ce système monétaire, médiatique dont on a parlé peut transformer la façon de faire la musique? C'est une question qui va plus loin, mais... Ouais, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre, honnêtement. La façon de faire la musique, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que... Non, la façon de faire vendre de la musique, la façon de faire consommer de la musique, après de faire la globalement musique, de l'attention. Mais juste en studio, quoi. C'est une bonne question. Je pense pas, parce que à la fin de la fin, l'auditeur reste quand même un peu plus roi qu'il ne l'était à l'époque du CD. Donc bien qu'il y ait eu des modifications au niveau du système médiatique, qu'il y a des choses que l'auditeur ne sait pas, ne maîtrise pas, et qu'il croit que c'est mis en avant parce que c'est qualitatif ou un coup de cœur de médias en lequel il a confiance, et en fait c'est une histoire de pack promo, etc. etc. À la fin, ce qu'il écoute et va réécouter ou pas réécouter reste assez déterminant sur toute cette économie, etc., etc. Donc je suis pas sûr que ces différentes structurations, ces différents business models impactent vraiment directement la façon de faire de la musique. Donc ce serait plus le comportement de l'auditeur, du lecteur. Oui, parce que il y a un grand absent, c'était en même temps pas le thème de la table ronde, mais un grand absent, même si on l'a évoqué en filigrane, de tout ça, c'est l'auditeur, qui est aussi un consommateur de... Encore une fois, on est dans l'économie de l'attention, donc en fait, que ce soit via l'oreille, en fait, tout est relié au cerveau, en fait. Et donc l'auditeur est quand même un des grands acteurs assez importants de cette histoire, et son consentement à écouter, c'est-à-dire à passer du temps, son consentement à payer ou ne pas payer pour avoir une information, ou en tout cas pour avoir un contenu. Désolé, je vous montre comme si c'était mais pas du tout, on est avec ça. Excusez-moi.
Voilà, donc ça dépend aussi globalement de comment l'auditeur réagit, et tout ça aussi est une question de support. Il y a des médias ou des artistes qui ne survivent pas aux migrations de plateformes. Ce qui est intéressant, c'est donc, je digresse un peu, ce qui est intéressant, c'est de voir la toute-puissance de Bouscapé être un peu nuancée par le fait que YouTube aujourd'hui perd un peu de son influence, et que TikTok, Twitter aujourd'hui sont d'autant plus un peu importants, et que des médias plus indés, plus jeunes, etc., ont investi ces plateformes de façon plus efficace ou de façon plus tôt que certains médias. Mais voilà, en tout cas le support est assez important parce qu'il donne plus ou moins de poids à l'auditeur, plus ou moins d'agency, de façon de contrôle, on va dire, sur si ce n'est son destin, sur ce qu'il va écouter, consommer, donc à qui est-ce qu'il va faire gagner de l'argent, à qui est-ce qu'il va permettre de pérenniser, et qui va mourir dans les méandres de la destruction créatrice, entre guillemets. Mais voilà, à voir. Je ne peux pas prévenir l'avenir, encore moins sur ce côté musical, mais voilà. Ouais, je pense que ce que tu as dit est juste au niveau du comportement, puisque c'est sûr que tu vas avoir celui qui va vouloir avoir des grandes interviews, suivre un parcours d'un artiste sur, je sais pas, Rap Elite, et quelqu'un qui allait avoir l'habitude de faire ça peut-être il y a déjà 5-10 ans, celui qui va juste consommer un petit réel sur Insta pour découvrir quelque chose de nouveau, ou bien celui qui va être habitué des posts Rap Plume ou des interviews qui va faire confiance. Merci à tous, Wesley, Angèle, Valentin, Paco, merci beaucoup. Merci à M. Pigeon de nous avoir permis d'arrêter ça, merci par 8. Et on a Anaë, Marjorie qui est là-bas, et Charlotte qui ont organisé cette table ronde. Voilà, les filles de l'ombre, elles sont là. Merci à vous d'avoir répondu présent.